Monsieur, bonjour. Bienvenue au midi de ce 8 février à la une de l'actualité. Commémoration du 67e anniversaire des événements de Saqiet Sidi Youssef. Le Premier ministre Nadel Al-Arbaoui est en Tunisie. Évocation également de cette tragédie qui lie à jamais le destin des Algériens et des Tunisiens. Notre séquence mémoire ce midi où nous plongerons dans l'horreur des témoignages des victimes du camp de torture Tourneux à Béjaïa, une autre page noire du passé colonial français en Algérie. Tourisme dans ce journal à Mira avec le vieux Qsar qui surplombe la Palmeraie et reste debout malgré le temps qui passe. Un des monuments phares de la région à découvrir tout à l'heure. Dans cette édition, nous reviendrons sur deux grands événements. La Super Coupe de football où s'affronteront le Mouloudia d'Alger et le CRB Louisdet. Et puis le départ du Tour d'Algérie de cyclisme symboliquement prévu depuis la Tunisie cette année. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, chargé par le président de la République, le Premier ministre Nadel Al-Arbaoui est arrivé à El Kef en Tunisie pour co-présider avec le chef du gouvernement tunisien Kamel Meddouri la cérémonie de commémoration du 67e anniversaire des événements de Saqiet Sidi Youssef. Un moment de recueillement et de mémoire rappelant les sacrifices et l'histoire commune de la lutte des peuples algériens et tunisiens contre le colonialisme français pour recouvrer la liberté et la dignité. L'occasion aussi d'aborder l'avenir avec des discussions sur le renforcement de la coopération bilatérale, une volonté commune portée par le président de la République, Ahmed Tebboune, et son frère, le président Kais Saïed, qui œuvrent tous deux à consolider un partenariat stratégique entre les deux pays. Le Premier ministre Nadel Al-Arbaoui est accompagné de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Bered, du ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Alaïd Biga, ainsi que du secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb. Nous commémorons donc le massacre de Saqiet Sidi Youssef en Tunisie où il y a 67 ans, jour pour jour, l'armée coloniale française a déchaîné sa sauvagerie sur un village, le rasant en entier, tuant des dizaines de familles et des bombardements sans distinction pour l'unique raison que ce village était un refuge pour les moudjahidines algériens. Ce drame a scellé à jamais l'histoire et le destin des deux peuples. Ismaël Belkhaïtia. Le 8 février 1958 est une date lugubrement célèbre dans l'histoire étroitement commune entre l'Algérie et la Tunisie. La France coloniale montrera son visage barbare à travers le bombardement de la petite localité frontalière Saqiet Sidi Youssef, accusée de servir de base de repli et d'aide logistique aux moudjahidines algériens de l'armée de libération nationale qui luttaient pour l'indépendance de leur pays. Ayant choisi un jour de marché hebdomadaire où la population se concentre pour faire les emplettes quotidiennes, l'aviation française lancera un raid d'une rare violence et bombardera des villageois innocents. Des enfants, des femmes et des personnes âgées seront tuées par les salves des avions de l'armée coloniale qui n'épargnera même pas les véhicules de la Croix-Rouge qui distribuaient des aides aux camps de réfugiés. L'école, le marché et les habitations tomberont en ruine sous les bombes meurtrières françaises, faisant plus d'une centaine de morts, dont des enfants âgés de moins de 11 ans et d'innombrables blessés. Le bilan du carnage est très lourd. L'ambiance était apocalyptique à Saqiet Sidi Youssef, qui sortira de l'anonymat d'une funeste et triste manière. Chaque année, l'Algérie et la Tunisie commémorent cette date symbolisant la barbarie coloniale de la France qui s'en est pris à d'innocentes victimes n'ayant aucun moyen de se défendre. Le 8 février est également un moment de communion entre deux pays frères qui n'ont jamais oublié ce massacre.
En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Al-Majid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est arrivé aujourd'hui à Damas pour une visite officielle en République arabe de Syrie. Et cette visite s'inscrit dans le cadre des relations historiques entre les deux pays et les deux peuples frères, dans le but d'examiner les moyens de les renforcer et de les porter au plus haut niveau possible. Et cette visite vise également à réitérer la solidarité et le soutien de l'Algérie à la Syrie dans cette phase délicate de son histoire contemporaine. Au cours de son séjour à Damas, le ministre d'État devrait être reçu par le président de la République arabe syrienne en période transitoire, Ahmed Hussein al-Shara, pour lui remettre un message écrit de son frère, le président de la République, Al-Majid Tebboune. Nous évoquions tout à l'heure le massacre de Sarriette Sidi Youssef et le passé colonial français est entaché de nombreux crimes, tortures, meurtres, nettoyage ethnique et violations de tout genre des droits des Algériens. Le camp de détention Tourneux à Béjaïa est l'un des lieux témoins de ces atrocités. Ouali Azouz, Raouf Hamouche. Les murs du camp de torture de la ferme Tourneux portent toujours les séquelles des atrocités de l'armée coloniale employée contre les Moudjahidines durant la guerre de libération. Entre ces murs étroits, l'odeur de la mort plane toujours, témoignant la souffrance de ceux qui osaient rêver de liberté. Ici, les détenus subissaient les pires sévices. Noyades, étouffements et blessures diverses étaient les méthodes de torture utilisées dans ces cuves à vin à bouche monstrueuse. Aujourd'hui encore, les Moudjahidines de la commune d'Aouqas se souviennent encore de ces sévices qui ont laissé des séquelles physiques et psychologiques. Nos frères étaient mutilés, défigurés avant d'être jetés dans ces oubliettes noires jusqu'à ce que mort s'en suive. Ensuite, le colonisateur se débarrassait des corps en les jetant à la mer ou les déposait devant la porte de la maison de leur famille. Nous avons subi les pires tortures. Nous étions attachés. Ensuite, les bourreaux nous plongeaient la tête dans nos salles. Dans la salle de torture, les Français s'abattaient sur les Moudjahidines d'une série de questions, mais la réponse des prisonniers reste toujours la même. Je ne sais pas. À ce moment-là, les prisonniers subissaient les pires tortures. Tout cela orchestré sous le commandement du tortionnaire Martial et de son adjoint Lagali. Nous avons beaucoup souffert, les Moudjahidines ont subi les pires tortures. Le tortionnaire Martial nous attachait les poignets à des chaises. Nous étions noyés, mutilés. Il nous faisait subir les pires sévices. Les nouvelles générations n'oublieront jamais que l'indépendance a été arrachée au prix de 1000 sacrifices, que de nombreux Algériens sont morts sous la torture. Et certaines franges en France semblent vivre encore dans son passé colonial et ont du mal à accepter la souveraineté de l'Algérie. Le ministre de l'Intérieur et l'extrême droite ont d'ailleurs essuyé un revers par la justice française dans une affaire d'expulsion arbitraire d'un ressortissant algérien. Explications et détails par Mariam Damis. Le tribunal administratif de Melun, en région parisienne, a annulé l'arrêté d'expulsion forcée visant un influenceur algérien et a ordonné sa libération. Cette décision constitue un revers pour l'extrême droite et un désaveu des tentatives du ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, d'accentuer la politique d'expulsion des migrants. Oui. Effectivement, il expliquait sur LCI que la loi était mal faite, mais avant de blâmer la loi, j'invite notre ministre à déjà bien l'appliquer. Ici, il a évidemment pas choisi la bonne procédure, et de toute façon, selon l'examen que j'ai de ce dossier, quand bien même il aurait appliqué la procédure
que le tribunal administratif l'invite à appliquer. Je considère que, eu égard aux attaches profondes qu'a cet individu algérien avec la France, eu égard à la Convention européenne des droits de l'homme, dont nous sommes partis, mais aussi aux droits communautaires, notamment la directive Retour, cet individu est inexpulsable. C'est une victoire juridique au départ, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que lorsque l'influenceur algérien a été expulsé vers l'Algérie et que les Algériens ont dit non, on ne le prend pas, c'était pas on le prend pas sans raison. Ils ont avancé à ce moment-là un certain nombre de points de la procédure qui n'avaient pas été respectés. Sur ce point-là, oui, c'est une victoire des juristes algériens sur les juristes français et c'est une victoire politique parce qu'évidemment, dans ce bras de fer qui existe aujourd'hui, eh bien, à chaque fois qu'ils peuvent montrer que la France se trompe, eh bien, ils marquent un point. La décision du tribunal a confirmé les interprétations de cet incident, le qualifiant de tentative de l'extrême droite d'utiliser les migrants comme un levier de pression dans sa campagne acharnée et malveillante contre tous les Algériens. Une démarche raciste et discriminatoire dénoncée par les Français eux-mêmes. Oui, il y a une problématique aujourd'hui de l'extrême droite qui avance sur son agenda politique. Et le meilleur exemple, c'est Bruno Retailleau. Donc ces gens préparent l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Donc il y a encore des gens dans ce pays qui qualifient effectivement politiquement ce qui est en train de se passer. Et oui, ce sont des éléments du fascisme qui sont en train de progresser. La politique controversée du ministre de l'Intérieur provoque une forte indignation parmi les Français. L'opposition parlementaire dénonce un dérapage inquiétant, estimant qu'il met en péril la cohésion de la société du pays. Je ne souhaite pas diviser les Françaises et les Français entre eux, ni les êtres humains entre eux, en fonction de leurs origines, leur couleur de peau, etc. Il faut faire ensemble. Or, M. Retailleau passe son temps à mettre de l'huile sur le feu là-dessus parce que ça permet de ne pas discuter des questions sociales et de tout le reste des problématiques qui ont lieu dans le pays. Ils sont depuis 7 ans au pouvoir et ils prennent la situation actuelle en disant « Regardez, c'est scandaleux, la violence augmente, etc. » Ben, mais c'est leur bilan. La situation actuelle, c'est leur bilan. C'est leur bilan. Il faudrait peut-être leur poser la question à un moment donné, de les confronter à leur propre bilan et leur propre inefficacité, innocuité de leurs propositions politiques. Sur certaines chaînes françaises travaillant pour l'extrême droite, le traitement médiatique a suivi une ligne éditoriale prévisible, exploiter cet incident pour alimenter des discours haineux et islamophobes. Mais l'annulation de l'expulsion de l'influenceur algérien a mis en lumière les contradictions de cette rhétorique anti-algérienne, tout en renforçant la légitimité de la position d'Alger, fondée sur les principes de la diplomatie et les accords bilatéraux sur la circulation des personnes entre les deux pays. Retour à présent sur cette conférence de presse à l'ambassade du Sahara occidental à Alger, animée par Nicolas Nirop et des membres de l'organisation danoise Global Action, qui dénoncent l'attaque de leur bureau à Copenhague. Le militant et ses collègues affirment leur volonté de continuer à soutenir et à défendre les causes justes dans le monde, telles que les causes sahraouis et palestiniennes, et ce malgré les tentatives d'intimidation. Houlia Djadjar, Majda Jahmoud. Alors que la justice européenne multiplie les décisions en faveur du Sahara occidental, la mobilisation internationale pour cette noble cause ne faiblit pas. Après l'annulation des accords de pêche, de commerce et de transport aérien entre l'Union européenne et le Maroc, de nouvelles voix s'élèvent, cette fois depuis Copenhague, où la solidarité avec le peuple sahraoui trouve un nouvel écho. Le 13 janvier dernier, les locaux de Global Action ont été attaqués au cocktail Molotov qui a saccagé nos locaux ainsi que notre matériel. Nous sommes là pour réaffirmer notre soutien à la cause sahraoui et son peuple jusqu'à son indépendance. Nous avons accueilli les représentants de Global Action, une organisation danoise qui soutient la cause sahraoui ainsi que toutes les causes justes, notamment la cause palestinienne. Cette organisation a récemment été ciblée d'une attaque de tags hostiles contre le Front Polisario. C'est une méthode propre au régime marocain qui, faute de reconnaissance sur la scène internationale, recourt à des pratiques illégitimes pour tenter d'imposer sa position. Dans le cadre de leur visite programmée au niveau des camps de réfugiés sahraouis, les militants de Global Action pourront constater de près l'attachement indéfectible du peuple sahraoui à sa cause et sa détermination absolue à arracher sa liberté.
Économie avec la production pharmaceutique qui connaît un véritable essor ces dernières années. Le marché a enregistré l'émergence de nouveaux laboratoires, mais aussi la diversification de l'offre algérienne, ce qui permet aux entreprises locales de se tourner vers l'exportation. Mais avant de développer ce sujet, direction le salon de l'emploi, priorité au direct. On retrouve sans tarder notre journaliste au salon national de l'emploi, de la formation continue de l'entrepreneuriat. La 19e édition s'est ouverte ce samedi au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Amel Bouarba, bonjour. Un thème inédit a été choisi cette année. On veut intégrer l'intelligence artificielle dans les entreprises et les organisations. Amel. Oui, bonjour Sabrina. Nous sommes au Palais Moufdi Zakaria, le Palais de la Culture, ici à Alger, où se tient la 19e édition du Salon national de l'emploi, de la formation continue et de l'entrepreneuriat. Un salon, comme vous l'avez si bien dit, qui se tient sous un thème pertinent, le rôle de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Et pour nous en parler, nous avons justement avec nous Monsieur Rafiq Dalibey, commissaire du salon. Monsieur Rafiq Dalibey, que pouvez-vous justement nous dire concernant les objectifs de ce salon et justement le thème choisi? Très bien. Bonjour tout le monde. Je remercie tout d'abord la télévision algérienne d'être présente avec nous, de nous donner l'occasion de parler de ce salon. Effectivement, donc, cette 19e édition a été intitulée l'intelligence artificielle au service des entreprises. Donc pourquoi l'intelligence artificielle? C'est tout à fait normal étant donné que c'est la tendance de nos jours et c'est des métiers d'avenir. Donc nos entreprises essayent de développer cet aspect-là et nous sommes là pour renforcer cet aspect. Justement, Monsieur Dalibey, quels sont les objectifs de ce salon, de cette 19e édition? Très bien. Donc les objectifs, on peut dire que c'est des objectifs qui sont triples. Donc tout d'abord, c'est l'emploi. Donc il y a ici au salon plusieurs exposants qui vont offrir de l'emploi. C'est beaucoup d'offres. Donc il faut en profiter. Le deuxième objectif, c'est la formation. Il y a aussi certains centres de formation qui vont aussi parler de leur offre de... bien sûr, la formation aussi continue. Et nous avons le troisième objectif, c'est l'entrepreneuriat. Donc il y a ici au salon des incubateurs qui sont présents, qui vont avec leurs start-up, qui vont partager avec les visiteurs leur expérience en matière d'entrepreneuriat et de création d'entreprises et d'entreprises innovantes, entre guillemets, start-up. Monsieur Dalibey, vous avez aussi parlé du challenge qui sera organisé lors de ce salon. Oui, en marge de ce salon, nous avons aussi prévu un challenge qui est dédié au meilleur business plan. Donc on a lancé l'appel, on a eu un peu plus d'une trentaine de participants. Après présélection, nous avons retenu 11 projets. Ces projets-là vont être coachés demain et après-demain, lors de la clôture, vous allez pouvoir voir les 3 premiers qui vont être primés. Voilà donc, merci Monsieur Rafiq Dalibey. Je rappelle que vous êtes commissaire du salon. Je rappelle donc que vous êtes commissaire du salon, ce salon qui se poursuivra jusqu'au 10 février prochain. Merci Amel Bouarba pour ces détails. Je rappelle que vous étiez en direct du Salon national de l'emploi, de la formation continue, de l'entrepreneuriat qui se tient au Palais de la Culture. Et on vous emmène dans un établissement dans l'ouest du pays, cette fois l'école technique d'instruction de formation navale de Mostaganem, une véritable institution qui assure le maintien à niveau des acteurs de la navigation maritime commerciale. Yasmina Amri nous fait découvrir l'école dans ce reportage. Assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage du personnel maritime et portuaire, tels sont les objectifs de l'école technique de la formation et d'instruction maritime de Mostaganem, une institution qui œuvre activement pour le renforcement du secteur de la navigation maritime commerciale en Algérie. L'école est chargée de former les gens de mer, le recyclage aussi,
Les conditions d'accès pour les formations de l'école technique sont stipulées dans le cadre du programme de formation. Donc l'objectif, c'est de mettre à profit au niveau des compagnies une ressource performante, qualifiée, disciplinée aussi. J'ai choisi cette formation parce que j'aime trop la mécanique et j'aime la navigation en mer. Donc la formation elle تربط بين هاد les deux métiers. تحصلت على منصب شغل على مستوى ميناء عنابة. Après avoir obtenu un poste au port d'Annaba, j'ai voulu approfondir mes compétences dans le domaine maritime. J'ai donc postulé à cette école technique et j'ai été admis. Ce qui rend cette formation unique par rapport aux autres formations, c'est de bien développer des compétences qu'on peut mettre en œuvre au niveau du travail. Donc c'est le plus important, c'est la préformation. Ce centre de formation assure un enseignement combinant des cours théoriques et des applications pratiques dispensées sur une durée déterminée. Ce programme est conçu pour suivre les dernières évolutions techniques et législatives en matière de navigation maritime afin de garantir une formation conforme aux standards internationaux. Je suis déjà marin au niveau de l'entreprise portuaire d'Annaba. Ce qui m'a poussé à suivre cette formation, c'est le fait de pouvoir et la chance de pouvoir suivre plusieurs modules intéressants comme la thermodynamique, le moteur, la vapeur. La formation LM2, lieutenant-mécanicien deuxième classe, a des chances nationales comme des internationales, des opportunités internationales pour développer les compétences. Il y a des contrats internationaux. Au niveau de la formation maritime en Algérie, on distingue deux niveaux de formation. L'Institut de Bouismaïl forme principalement l'état-major. Les deux écoles techniques de Mstaghelm et celle de Bjaya forment ce qu'on appelle la main-d'œuvre spécialisée et le cadre de maîtrise. Grâce à la qualité de ses services et à son approche innovante dans la formation maritime, cette institution s'impose comme un maillon essentiel dans le développement du secteur, contribuant ainsi à fournir une main-d'œuvre qualifiée et compétente, indispensable pour accompagner l'essor de la navigation maritime commerciale en Algérie. Santé, le cancer, sujet d'une campagne de sensibilisation et de vulgarisation organisée par l'association Waha à Constantine durant 2 semaines. Différentes thématiques sont abordées avec un focus particulier sur l'environnement immédiat des patients, un aspect primordial dans le processus de guérison. Reportage de Smaïl Ben Raidia. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, un riche programme de sensibilisation a été mis en place par l'association Waha de Constantine avec comme objectif la vulgarisation autour de cette maladie. On a fait un programme tous les jours pendant les 2 semaines. D'abord, vulgarisation de ce qui se passe à Waha, les différents groupes qui vont passer, l'accueil qui va parler, les conventions qu'on a passées avec les établissements d'imagerie, de biologie, sont invités aussi à venir participer parce que ce sont nos partenaires, ils nous ont beaucoup aidés. Les différentes associations aussi de l'Est, de Guelma, de Batna, de Skivda. Chaque jour est dédié à un thème lié à la prise en charge des malades. Cette matinée-là est consacrée au rôle du psychologue clinicien, du psychologue de manière générale, dans la prise en charge des malades atteints du cancer. Donc c'est des malades qui résident ici à Waha pour les soins chimiothérapiques ou radiothérapiques. Donc notre rôle en tant que psychologue, c'est bien sûr d'essayer de répondre ou de prendre en charge ces malades. Les visiteurs sont sous le charme de l'association Waha et de sa structure d'accueil. Depuis plus de 50 ans, je n'ai pas vu d'association qui accueille des personnes, qui héberge des personnes et surtout quelle prise en charge. Et elle est globale et complète. De l'accueil, de l'écoute, de l'activité physique adaptée, de la restauration et puis tout ce qui est la prévention des facteurs de risque. Et vraiment, c'est une prise en charge complète. Le programme va s'étaler jusqu'au 15 février, journée mondiale du cancer chez l'enfant.
Sport football et tout d'abord avec la Super Coupe d'Algérie avec le choc algérois ce samedi entre le Mouloudia d'Alger et le CRB Belouizdad. Ce sera au stade du 5 juillet à partir de 17h. Riyad Belkhadim nous fait les prévisions du premier titre footballistique de la saison. Cette édition de la Super Coupe d'Algérie opposera le Mouloudia d'Alger, champion en titre, au Shabab Riyadi de Belouizdad, vainqueur de la Coupe d'Algérie de cette même édition où c'était la même affiche après avoir battu son adversaire de samedi, le Mouloudia d'Alger, sur le score d'1-0 lors d'une finale disputée au stade du 5 juillet. Le 5 juillet qui sera également le théâtre de cette Super Coupe. Dans l'historique des confrontations entre les deux équipes, toutes compétitions confondues, le CRB s'est imposé 41 fois et le Mouloudia d'Alger 31 reprises. 46 matchs se sont soldés par des matchs nuls. Les statistiques concernant les rencontres de championnat et de Coupe d'Algérie, le premier rendez-vous a eu lieu le 22 septembre 1963 au stade Boulorine et le CRB s'était imposé à l'époque 4-0. Sur l'ensemble des matchs, le CRB a inscrit 126 buts et le Mouloudia 114. Le Shabab a établi un record d'invincibilité qui a duré, tenez-vous bien, 7 ans, de 1983 à 1990 avec 8 victoires et 3 matchs nuls. Le Mouloudia n'a pas perdu face au CRB de 1985 jusqu'à 1990, 10 matchs et 5 victoires et 5 nuls, tout cela en 5 ans. Les meilleurs buteurs lors des derbies entre le Mouloudia d'Alger et le Shabab Riyadi de Belouizdad sont le regretté Hassan Lalmas, Jamal Tlemceni du côté du CRB, Abdeslam Boussri et Nasser Bouich du côté du Mouloudia d'Alger avec 6 buts chacun. Au palmarès des victoires en Super Coupe, le Mouloudia d'Alger est devant le Shabab de Belouizdad, cette fois-ci avec 4 titres contre 3 pour le Shabab. En cas de victoire du CRB, ce dernier rejoindra au nombre de trophées son adversaire de samedi, ainsi que l'USMA d'Alger et l'Entente de Sétif qui ont également remporté le trophée 4 fois. La dernière Super Coupe, jouée en 2020, avait vu le Shabab Riyadi de Belouizdad s'imposer face à l'USMA d'Alger sur le score de 2-1. Autre grand rendez-vous sportif, le Tour d'Algérie de cyclisme pour sa 25e édition. La course s'annonce intense, 17 équipes engagées sur un parcours de plus de 1400 kilomètres. Une édition marquée par un départ chargé d'histoire, le Grand Prix de Saqiet Sidi Youssef en Tunisie, Fethi Ben Dali. L'édition 2025 du Tour d'Algérie cycliste promet un spectacle relevé, avec la participation d'équipes de haut niveau venues notamment d'Indonésie et de Chine. L'objectif des Algériens sera d'engranger un maximum de points pour améliorer leur classement mondial en vue du Mondial 2025 qui se déroulera au Rwanda. Le parcours long de 1404 km traversera 10 villes de l'Est et du Grand Sud, débutant à Guelma avant de passer par Constantine, Sétif, Batna et Biskra, pour ensuite s'étendre vers Boussaada, Djelfa, Larouat, Gardaya et Ouergla, où se dérouleront les 2 dernières étapes. En marge de ce tour, 3 grands prix sont au programme. Celui de Saqiet Sidi Youssef en Tunisie en hommage aux victimes des massacres coloniaux de 1958. Le grand prix de la Sonatrach à Hassim Saoud célébrant la nationalisation des hydrocarbures. Et enfin, le grand prix d'Alger, Jamal Boukercha rendant hommage à l'ancien journaliste de la chaîne 3 de la radio algérienne. Placés sous l'égide de l'UCI et de la Fédération algérienne de cyclisme, ces événements seront encadrés par un collège de commissaires présidé par le Belge Patrick Dementeur. Pour rappel, la précédente édition, disputée dans l'ouest du pays, avait vu la victoire de l'Algérien Nassim Saïdi de Madar Pro Cycling. Direction Myra pour la dernière halte de notre journal, une région riche de son tourisme et de son histoire. Et l'un de ses monuments incontournables est le Vieux Qsr qui surplombe la Palmeraie et reste debout malgré le temps qui passe. On vous le fait découvrir dans ce reportage signé Badia Mardi. Si les pierres du Vieux Qsr de Mni'a pouvaient parler, elles vous raconteraient plein d'histoires du vieux temps où il faisait bon vivre dans la simplicité et le partage. Construit il y a 10 siècles avec des matériaux locaux, ce monument entouré d'une muraille se dresse en gardien des lieux sur une colline de forme pyramidale dominant la Palmeraie.
Ce Qsr était le carrefour des caravanes qui venaient du nord et du sud, une sorte de relais commercial pour les tribus dans le Sahara. Ce vieux Qsr est la vitrine de Mnéa. Beaucoup de touristes étrangers viennent pour le visiter. Aujourd'hui, nous demandons aux autorités locales de le restaurer. Classé patrimoine national depuis 1995, ce vieux Qsr a connu quelques opérations de restauration, mais insuffisantes pour le remettre en l'état. Cela n'empêche pas les touristes de faire le détour à chaque fois qu'ils séjournent à Mnéa pour admirer de près ce joyau architectural. C'est le cas de ces Espagnols et Portugais que nous avons rencontrés lors de notre tournage sur les lieux. C'est notre première visite en Algérie et nous avons eu la chance de découvrir plusieurs villes, dont Mnéa. Nous avons fait des tours en 4x4 dans les dunes et exploré le marché local. Et maintenant, nous visitons le vieux Qsr. Les habitants sont très accueillants et nous ont fait découvrir leurs coutumes ainsi que leurs délicieux plats traditionnels. C'est la troisième fois que je visite l'Algérie et j'aime beaucoup ce pays. Sa culture, si proche de celle de l'Espagne, et sa beauté naturelle me fascine à chaque séjour. Mnéa est une ville magnifique et en ce moment nous découvrons son vieux Qsr qui est chargé d'histoire et de caractère. C'est la première fois que je suis en Algérie. Nous avons fait beaucoup de dunes, beaucoup de routes, très intéressant, très différent de ce que nous sommes habitués d'autres pays. Et nous sommes venus voir ce château. Et on va voir le marché, vers les coutumes de ce peuple ici. Et j'aime beaucoup être ici. C'est un nice country with a big potential for tourism. Je visite l'Algérie pour la première fois et je suis émerveillée par ce pays splendide et qui regorge de potentialités touristiques. Son peuple chaleureux et hospitalier et sa gastronomie délicieuse nous donnent l'impression d'être chez soi au Portugal. Le vieux Qsr de Mnéa nous raconte l'histoire des civilisations qui s'y sont succédées à travers les âges. J'ai décidé de venir à l'Algérie parce que j'adore aussi surtout les desserts et les différentes cultures, parce que l'Europe, on a déjà voyagé un peu par là-bas, et c'est vrai que venir ici c'est totalement différent. La nature, c'est impressionnant, les desserts, l'immensité du dessert, du sable partout, c'est vraiment très joli. Il manque encore quelques jours, je pense qu'on va bien nous amuser, on va profiter du pays, des paysages, de bien manger, parce que vraiment c'est très différent à nous et c'est très très bon. Le vieux Qsr de Mnéa, une invitation au voyage à travers des siècles, un savoir-faire ancestral à découvrir. Il renseigne sur un mode de vie simple et n'attend plus que sa restauration pour lui redonner son lustre d'antan. Voilà qui clôt notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.